Elle fait partie de cette jeunesse qui a refusé de se croiser les bras et de tomber dans la recherche de raccourcis et de la facilité. C'est loin des milieux VIP et des salons feutrés que Mireille Ombolo, malgré son rêve de devenir magistrate ou avocate, dirige non sans fierté son entreprise d'élevage et de transformation de produits agroalimentaires. Nous l'avons suivi dans une de ces journées marathon de femmes entrepreneurs. C'est un reportage signé Osu Magazine. Quartier Fourgerolles, Yaoundé. Il est presque 8 heures quand Mireille termine la première partie de sa journée. À peine le dernier coup de balai donné, qu'elle troque son tablier de ménagère contre sa casquette de chef d'entreprise. Direction son bureau à l'arrière de son domicile. Ici, pas de fauteuil en cuir ou de salle climatisée. Mireille se rend dans son poulailler. Mais avant d'entrer, quelques précautions sont à prendre. Elle doit changer de chaussures et plonger ses pieds dans une solution désinfectante qui a pour but d'éliminer les éventuelles bactéries et microbes qui pourraient rendre malades ces poulets qui, à 20 jours, sont encore très fragiles. J'ai remarqué quelques petits soucis au niveau de la diarrhée blanche. Donc, aujourd'hui, je leur ai donné le traitement en antibiotiques et en vitamines pour que si c'est que la diarrhée veut persister, qu'elle s'arrête très rapidement. Ici. Ok. J'aime d'abord que ce soit propre. Lorsqu'ils vont, même quand ils seront à maturité commercialisable, vous allez les voir, ils auront des plumes toutes blanches. C'est ça aussi la qualité du produit que j'aime à proposer à mes clients. Une fois ces poulets nourris, abreuvés et soignés, elle peut maintenant aller s'occuper de ses autres protégés à plumes. En dehors des poulets de chair, j'ai également des poulets Brahma, on les appelle les Brahma. En langage courant, on les appelle les pantalonnés. Oui, c'est vrai qu'il y a certains mélanges là, les poulets du village et ces Brahma. Et ceux-ci sont déjà des matures, c'est-à-dire si vous remarquez là, au fond là-bas, il y a déjà des œufs, c'est-à-dire c'est eux qui font des œufs. Et j'ai une sorte de couveuse manuelle, je voudrais dire peut-être même archaïque. Je couve dans ces œufs dans cela et puis il en sort des poussins. Il y a donc des poussins. Dès qu'ils sortent, on les chauffe et puis ils évoluent également. Et ils sont également commercialisés en fonction de leur âge, en fonction de la qualité. L'inspection des poulaillers est terminée. Mireille prend la route des champs, direction le quartier Eban dans la périphérie de Yaoundé. Elle a une commande spéciale aujourd'hui. Une cliente lui a demandé 2 kilos de feuilles de manioc fraîchement cueillies. Elle retrouve sa mère qui est déjà en plein travail de désherbage et de repiquage. Juste le temps d'accrocher sa hotte au dos, Mireille s'enfonce dans la brousse. La demande a été très forte dernièrement. Pour honorer sa commande du jour, Mireille doit se rendre dans une plantation qui appartient à une de ses cousines. Mais très vite, elle semble perdue. Elle ne retrouve plus le chemin indiqué par sa mère. Il faut avouer que les limites entre les plantations ne sont pas très visibles. Mireille appelle sa mère pour se rassurer qu'elle est au bon endroit. Il ne faut surtout pas se tromper de plantation.
Il y a un bel violet, Gina. Ah. Donc, ma cookie fan, Denali. Parce que maman, il aura fou me bomber ha. Ah. D'accord, d'accord. Ah. D'accord, ça va. Ok. Mireille est rassurée. Elle est au bon endroit. La cueillette peut commencer. Elle sélectionne les jeunes pousses à la cime des tiges de manioc. Ce sont les plus tendres. Sa hotte se remplit petit à petit. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un intrus vienne jouer les troubles fêtes. Ouais, yeah. Les fourmis maniant pendant la pluie. Ça ne manque pas. C'est partout. C'est monté. Ils sont là partout. Concentrée dans sa cueillette, Mireille est tombée sur une colonie de fourmis rouges, encore appelées fourmis maniang. Il y en a partout. La plantation en est littéralement infestée. Pas moyen de continuer. Il faut battre en retraite. Une fois de retour à la maison, Mireille doit préparer sa commande. Les feuilles sont lavées, triées, pilées au mortier et enfin conditionnées. Prête pour la livraison, encore une cliente qui sera satisfaite et qui aura l'assurance d'avoir dans son assiette un produit frais et de qualité. Mireille Ombolo, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Assez bien. Bienvenue chez Osu. Merci. Bac plus 5, master en droit des affaires. Comment tu fais pour te retrouver dans l'élevage et l'agroalimentaire? Comment tu fais pour être aujourd'hui à la tête d'une entreprise? La transition s'est passée comment? Naturellement, je dirais que moi, je ne sais pas, mais je me suis retrouvée. Parce que lorsque j'ai commencé mes études, comme toute jeune fille d'ailleurs, on rêve d'être dans un bureau climatisé, d'être je ne sais pas trop quoi. Bref, ne pas travailler dans les champs, dans tous les cas. Toute cette école-là, ce n'est pas pour les champs, au départ. Mais avec des déceptions, ces concours que nous faisons, c'est vrai que je vais relever que je ne faisais pas les concours à la volée. J'ai sélectionné certains concours et ça n'a pas mordu, comme on dit vulgairement au quartier. Donc, si tu me permets de te couper un peu, je précise que c'est à Soa, à l'université de Yaoundé 2, oui, que tu as eu ton master en droit des affaires. Exact. Donc, tu as ton bac comme tout le monde, tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est après obtention de ton master que tu commences à faire des concours. Non. Ou alors avant? Non, j'ai eu à faire les concours avant, c'est-à-dire quand j'étais au cycle licence. Oui. Oui, j'ai commencé à faire les concours, certains concours. C'était quoi? Tu visais quelle école?
l'ENAM. Hein. Comme tout le monde. Oui. Effectivement, je me voyais en robe noire, une magistrate, autoritaire, là. Comme ma taille ne me permet pas, je disais que cette fonction pourrait me permettre de m'affirmer, quoi. Les concours, ça ne marche pas. Et là, à quel moment se fait le déclic? À quel moment tu décides de te lancer dans l'agriculture et l'élevage et la production agroalimentaire? Qu'est-ce qui te met d'abord cette idée dans la tête? Okay. Parce que tu aurais pu faire vendeuse de mèches, mais toi, qu'est-ce qui te met dans la tête l'agriculture, l'agroalimentaire? En fait, c'est un cursus que j'ai suivi sans m'en rendre compte. Je suis née d'une famille très modeste, dont ma mère, elle avait travaillé dans les banques. Et après, elle s'est retrouvée compressée dans une grosse banque. Elle a été compressée. Et elle, au lieu de chercher des microfinances pour essayer de continuer comme elle le faisait, se lever le matin, se pomponner et aller au boulot, elle a décidé comme ça d'entrer dans les champs. Elle a dit elle a du terrain, elle va se lancer dans les champs. Et lorsqu'elle fait ses champs, elle ne le fait pas de manière archaïque. Elle a le soutien de son époux, il faut le rappeler, qui lui donne le matériel nécessaire pour qu'elle le fasse. Et je suis moulée dans cet oscillage-là. Donc, du coup, on part au champ, on cultive les légumes, les aumes, les cannes à sucre, tout ça, on fait et on vend également. C'est-à-dire, on a été formés comme cela. C'était une formation, mais je ne savais pas que c'était une formation. Donc, sans le savoir, tu as baigné dans l'agriculture et l'élevage grâce à ta mère. Exactement. Qui s'est lancée dedans et qui vous a embarqué dedans. Naturellement, quand on voit maman faire, on ne se dit pas que c'est ça qu'on va faire, mais on se retrouve formé sans le savoir. Exactement. Et puisque tu as eu cette formation, c'est ça qui te dit, à un moment où tu décides de faire quelque chose de ta vie, de tes mains, les concours n'ont pas marché. Naturellement, tu te lances dans l'agriculture, dans ce que tu voyais ta mère faire. Ok. Bon, je ne dirais pas ça comme ça. Je ne prends pas la chose de cette manière. Oui. En fait, c'est même un volet que je rejetais, que je refoulais exactement. Je ne voulais pas le faire, même bien que ça m'appelait, ça m'interpellait, mais je disais non, je n'ai pas fait toute cette étude, toutes ces longues études-là pour entrer au champ. Et à chaque fois que on parlait, la terre ne crompe pas, ceci, cela, je dis non, il faut laisser ça. Ce sont les enfants des autres qui doivent entrer au champ et les autres, ils doivent être dans les bureaux. Non, donc, du coup, ça n'entrait pas. Donc, lorsque je me retrouve donc avec les concours qui ne marchent pas, je m'arrête et je dis, il faut que quelque chose se passe. Je dois faire quelque chose. J'ai tenté d'abord à faire la formation en secrétariat. J'ai d'abord fait... Oui, je l'ai fait. Et il y avait également... un jeune gars avec qui j'avais des affinités, qui est d'ailleurs enseignant, il est comptable, il enseigne la comptabilité. Et je l'ai vu, il commençait déjà à me donner des cours en comptabilité. Je ne sais pas pourquoi je le faisais, mais c'est ça qui m'attirait. Tu te formais petit à petit, au métier d'entrepreneur. Exactement. Il y a une question qu'on pose à beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de femmes, mais elles n'arrivent pas à donner une réponse satisfaisante. La question du départ, c'est-à-dire le capital de départ. Beaucoup d'entrepreneurs ne donnent pas d'informations et surtout les femmes entrepreneurs ne donnent pas en général cette information. C'est-à-dire ton capital de départ, c'était quoi et tu l'as eu comment? Ok. Je ne peux pas l'oublier. D'ailleurs, je ne peux pas l'oublier parce que j'ai mon capital de départ lorsque justement j'ai mon déclic. Lorsque je me décide de me lancer dans ce dans quoi je fais actuellement. Parce que mon véritable déclic, c'est le départ de mon père. Oui. Lorsque je perds mon père en 2015, c'est là où je dis, bon, je n'ai plus mon père. Parfois, je jouais parfois aux filles à papa. Genre, si je suis bloquée, je sais qu'il est là. Il n'est plus là, c'est vrai, ma mère est là. J'ai des grands frères, j'ai des grandes sœurs, mais nous sommes en Afrique et nous savons. Il faut se battre, il faut
le thème, c'est quoi exactement? Marquer son nom, quoi. Oui. Il faut qu'on sache qu'on est là. Donc, après le deuil, c'est mon grand frère qui me fait un dépôt par OM, par Mobile Money même. Oui. Il me dit, je t'ai envoyé un petit quelque chose. Papa n'est plus là et je me bats à chercher ce que tu peux faire, mais je ne sais pas. Je t'envoie cela pour que tu commences déjà. Cherche ce que tu peux faire. Cherche ce que tu peux faire. Et fais-le. Quand j'interroge mon téléphone, je vois 150 000. Oui. J'étais très surprise. J'étais en même temps contente. C'était en quelle année? Nous sommes en 2015. Oui. En 2015. Ouais. Je suis contente. Je dis, waouh, mon grand frère. Ça veut dire que la vie, elle me réserve des surprises. Et du coup, je pense directement à m'investir à l'élevage, les poulets de chair, avec ces 150 000. Lorsqu'il me les a donnés, je dis, je vais faire l'élevage de poulets de chair. Oui. J'interpelle maman, je lui dis, maman, mon frère m'a envoyé de l'argent et il faut que ce soit fructifié. Donc, du coup, moi, je veux faire l'élevage. Oui. Elle-même, elle était très contente. Elle me dit, OK. Ayant déjà fait, puisqu'elle avait ce parcours, même l'élevage, elle était... Et parfois, on s'amuse même souvent à dire que la seule chose que cette femme n'a pas élevée, ce sont les serpents, parce qu'elle a pris de ces serpents. Sinon, tout ce qui peut être élevé, elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Donc, lorsque je lui dis, elle dit, d'accord, je vais te donner un coup de pouce. Donc, ma première partenaire de travail, aussitôt que je reçois de l'argent, elle est là. Et on se lance. On cherche des contacts. Il y avait une cousine qui avait déjà aussi commencé. On l'appelle, on dit on a besoin. Elle nous met en contact avec son fournisseur. Et c'est comme ça que je commence. Mais de manière archaïque parce que je n'ai aucune expérience de la chose. Bien qu'ayant vu maman le faire des années, c'était déjà très loin. Et comme ça, on commence la chose, on se forme petit à petit. Et à la fin du cycle de l'élevage, on a le capital qui est posé, on a les intérêts, on a le bénéfice. Mon premier salaire à recevoir, c'était de ma mère, pour avoir travaillé de mes mains. Le premier fruit de ta vie. Premier fruit, elle prend 75 000, elle me donne. J'étais dépassée, j'ai dit waouh. Donc je peux faire quelque chose de mes mains et ça peut gagner. marcher. Oui, parce que moi, j'avais cette idée-là que c'était le bureau ou alors trouver un homme qui prendra soin de moi avec des enfants et tout. Quand je vois ça, je me réalise. Je me réalise et je pense et je vois vraiment que là, je dois foncer. Je dois foncer. Et c'est comme ça que je vais commencer à foncer. Là, tu as ton premier salaire, 75 000. On peut dire que ta mère est un peu ton premier patron, Exact. ton modèle aussi. Exact. La suite, tu vois les choses comment? Bon, nous sommes associés. Oui. Mais je suis un peu comme l'employé. Parce que avec le caractère de maman, donc elle est du genre le patron. Oui. Oui, elle aime le patronat. Et à quel moment tu as pris ton indépendance vis-à-vis de ta mère? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tu es à la tête de MBK. Ça veut dire quoi, MBK? Maman beaucoup. Maman beaucoup. Maman beaucoup, c'est en ma langue. La mère des poulets. La mère des poulets. Oui, la mère des poulets en français. Donc, tu as ton entreprise aujourd'hui, MBK. Ouais. Les produits de MBK, c'est quoi? Ok. Les produits de MBK, c'est dans l'agroalimentaire. Oui. Mais c'est d'abord fixé sur le poulet. Le poulet dans son entièreté. MBK prend le poussin d'un jour. Elle conduit jusqu'à 45 jours. Elle le vend sur pied, parfois nettoyé, parfois même dépecé sur la commande ou alors la demande de ses clients. Ensuite, MBK a ajouté dans son panier les produits, les légumes, beaucoup plus. Oui. Les légumes. Tout ce qui est légumes. Le zome, oui. Le pomme, oui. Le folon, oui. Et l'ondolé. Oui, voilà beaucoup plus les produits que MBK commercialise. À un moment, MBK a commercialisé même des escargots. Oui. Parce qu'également,
Je fais dans l'élevage des escargots. Oui. Mais étant pas déjà bien fixé, les pieds ne sont pas encore vraiment sur le sol, j'ai d'abord laissé ce volet. Oui. Mais même les escargots, MBK produit. Donc, dans le reportage, on a vu que tu faisais dans les poulets de chair. Et les poulets, tu les appelles comment? Les brahmas. Les brahmas. Oui. Oui. Est-ce que c'est rentable? Ça te coûte par exemple combien d'amener un poulet brahma à maturité, c'est-à-dire du poussin, jusqu'à ce qu'il soit capable de produire lui-même, de pondre des œufs? Ça peut te coûter combien? Bon. Le coût de production d'un poulet? Le coût de production d'un brahma, pour arriver à 6 mois, parce qu'on prend, ça a un cycle assez long par rapport au poulet de chair. Donc, son coût de production peut aller entre 4 500 et 6 000. Oui. Oui. Tout compris. Tout frais compris. Tout ce qui a alimentation, produits vétérinaires et autres. Oui, ça peut aller à 6 000. Pour qu'il soit rentable. Voilà. Et maintenant, après 6 mois, il commence déjà à pondre des œufs. Exactement. Et ça se passe comment? Dès qu'il a ces 6 mois, tu le mets sur le marché ou alors tu l'exploites d'abord dans la ponte des œufs? Voilà, exactement. Pour le moment, nous privilégions la vulgarisation de ce type d'élevage. Oui. Et il y en a qui veulent faire l'élevage, mais qui trouvent ça tellement pénible, surtout l'élevage des poulets. Lorsqu'ils voient les plaintes qui sont autour des poulets de chair, à un temps, un clic, back, on perd tout un cheptel et tout. Donc, du coup, ils ne veulent pas se risquer. L'élevage des brahmas, justement, n'est pas contraignant. Ce sont des poulets, on les appelle les rustiques, c'est-à-dire ils sont durs. Ils sont plus résistants aux maladies. Très résistants dans tout. Puisqu'ils ne sont même pas exigeants, même dans l'alimentation. Oui, on peut adapter plusieurs autres choses. Parfois, même les restes de nourriture, ils en prennent. Oui, donc, ce n'est pas du genre où il faut nettoyer, il faut donner de l'eau. Ils fonctionnent à peu près comme vraiment les poulets du village. Donc, ils se débattent, ils sont résistants et autres. Contrairement aux poulets de chair qui sont plus fragiles, c'est vrai, leur cycle de maturation est de 45 jours en général, contrairement aux brahmas qui sont à 6 mois. Mais j'ai cru entendre qu'un œuf de poulet brahma coûte sur le marché 300 ou 250. Ouais. C'est le prix? Oui. Ça aussi, hein, ça peut aller même jusqu'à 500. À 500, un œuf. Un œuf. Ça veut dire que ce serait plus rentable de se lancer dans cet élevage-là. Exactement. Parce que si on peut vendre... Un poulet brahma peut pondre combien d'œufs par semaine? Un poulet brahma, lorsqu'il est bien suivi, prenons, c'est-à-dire la moyenne, qui pond 5 œufs. Oui, en moyenne. Oui, par semaine. C'est-à-dire il a un œuf et on laisse peut-être le dimanche et le lundi, et le samedi et le dimanche. Donc on dit peut-être de lundi à vendredi, il pond un œuf chaque jour, ce qui n'est même pas d'ailleurs le cas. Donc il peut pondre 5 œufs par semaine en moyenne. Donc 5 fois 4, le mois, ça peut être, on se retrouve à 20 œufs par poulet. Oui. Et lorsqu'on a déjà 10 poules, on fait le calcul et on voit ce que ça peut produire. Mais si on revient à la production des légumes, dans tes publications sur WhatsApp, on voit que tu conditionnes tes légumes. On l'a même vu dans le reportage, dans des sacs plastiques, des emballages plastiques. Et on a même remarqué aussi que tu fais des sets. Par exemple, tu as le set Sanga. Les packages. Les packages Sanga, au coq, Zone et tout, oui. Pourquoi? Ok, j'aime bien cette question. En fait, je suis de ces femmes qui n'aiment pas aller au marché. Oui. Curieusement, je suis l'une de ces femmes-là. Donc, je n'aime pas les embouteillages du marché, discuter l'état de ceci, compter si c'est bon, si c'est... Donc, lorsque j'ai quelqu'un qui peut me fournir comme je veux, ce que je veux... Du tout près. Du tout près, je suis là. Donc, la clientèle de MBK Enterprise, ce sont ces femmes-là qui n'aiment pas aller au marché. Elles trouvent ça lassant d'aller au marché parce que parfois elles ne savent même pas faire le choix. Oui. Oui.
L'autre clientèle de MBK, c'est celles qui sont trop prises. Oui. Ces femmes-là qui sont hyper busy. Elle sort le matin peut-être à 6h45, elle doit rentrer vers les 18h, 19h. Elle n'a pas le temps vraiment de faire une longue cuisine comme le sanga ou bien et tout. Voilà. Mais elle veut bien manger. Elle veut bien manger cela. Donc, c'est c'est toi-même, ton côté un peu laxiste, un peu paresseuse, comme on peut dire. Tu as vu que toi-même, tu avais un besoin. Tu as vu que tu n'aimais pas aller au marché, c'est trop contraignant et tu étais occupée. C'est là que t'es venue l'idée de dire, ok, je vais créer une entreprise qui va pouvoir faciliter la vie aux femmes qui sont très occupées et aux femmes qui ont les mêmes soucis que moi. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, ça marche. Ça marche. Mireille, merci d'être passée nous voir. Merci. Ok, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro et nous espérons vous retrouver très très bientôt pour le prochain numéro. Bonsoir.